Le jour où le roi Arman tenta de soulever son propre trône pour le jeter par la fenêtre, il comprit qu'il avait touché le fond. Ce n'était pas un geste de colère, ni une crise de folie. C'était un geste de désespoir pur, absolu, visqueux, comme celui d'un homme qui se noie, et qui, dans un dernier réflexe, attrape tout ce qui lui tombe sous la main, même une enclume. Arman, roi de la terre des deux rivières, avait 25 ans, des cernes sous les yeux comme des cavernes, et une fatigue qui n'était plus seulement dans ses muscles, mais dans ses os, dans sa moelle, dans ses pensées. Il avait hérité du trône 3 ans plus tôt, après la mort soudaine de son père, emporté par une fièvre en une seule nuit. Il était jeune, intelligent, bon, courageux, tout le monde le disait. Mais la bonté et le courage ne remplissent pas les greniers, ne guérissent pas les troupeaux, ne repoussent pas les armées. Cette année-là, tout alla mal. D'abord, les pluies cessèrent. Le ciel devint une immense plaque de cuivre brûlant, et les récoltes, les belles récoltes de blé et d'orge, se ratatinèrent sur pied, jaunirent, puis noircirent, puis devinrent poussière. Ensuite, une épidémie frappa les troupeaux. Les moutons et les chèvres moururent par centaines, entassés dans les étables, les yeux blancs, la langue gonflée. Les paysans pleuraient leurs bêtes comme leurs enfants. Ensuite, les impôts ne rentrèrent plus. Les caisses du royaume étaient vides, comme une gourde oubliée au soleil. Les fonctionnaires n'étaient plus payés, les soldats menaçaient de déserter, les juges rendaient des sentences à l'aveugle. Et pour couronner le tout, l'empire voisin, le grand empire d'Akkad, voyant le royaume affaibli, envoyait des émissaires avec un ultimatum. Rendez la moitié de votre territoire, ou nous attaquons dans un mois. Un mois, 30 jours pour sauver ce qui pouvait l'être. Ou pour tout perdre. Arman ne dormait plus. Il avait oublié ce que c'était que de fermer les yeux sans voir défiler des armées, des cadavres, des champs brûlés, des enfants qui pleurent. Chaque matin, il se réveillait avec un poids sur la poitrine, un poids si lourd qu'il avait l'impression qu'un cheval s'était couché sur lui pendant la nuit. Il se levait, il s'habillait, il allait s'asseoir sur son trône, ce trône en chêne sculpté que son arrière-grand-père avait fait venir de loin, et il regardait les problèmes s'accumuler comme des nuages noirs avant l'orage. La sécheresse, l'épidémie, l'armée ennemie, les caisses vides, la révolte qui grondait dans les campagnes, les conseillers qui se disputaient, les mensonges, les complots, les trahisons, tout en même temps. Il essayait de tout tenir ensemble, comme un homme qui voudrait attraper 10 œufs qui tombent en même temps. Il en attrapait 1, 2, 3, mais les autres se brisèrent par terre. Et chaque œuf brisé était un village qui brûlait, une famille qui fuyait, un enfant qui mourait de faim. Alors il se levait la nuit. Il tournait en rond dans sa chambre, rongeant ses ongles jusqu'au sang, tirant ses cheveux, parlant tout seul. Par où commencer? Par où? La sécheresse d'abord. Mais sans argent, je ne peux pas creuser de canaux. L'argent. Mais sans armée, je ne peux pas protéger les marchands qui pourraient me prêter de l'argent. L'armée. Mais sans récolte, je ne peux pas nourrir les soldats. Les récoltes, mais sans pluie. C'était un cercle, une roue, un piège. Il tournait en rond comme un rat dans une cage, et chaque jour qui passait, les murs se rapprochaient. Il essaya tout. Il convoqua ses conseillers. Ils se disputèrent pendant 6 heures, s'insultèrent, se jetèrent à la figure des accusations de trahison, et repartirent sans aucune décision. Il augmenta les impôts. Les paysans se révoltèrent. Ils brûlèrent les bureaux du fisc, pendirent un collecteur d'impôts à un arbre et envoyèrent une délégation au palais pour lui dire, en termes choisis, qu'ils préféreraient manger leurs propres chaussures plutôt que de payer un seul denier de plus. Il envoya des émissaires à l'empire d'Akkad. Ils revinrent 2 semaines plus tard, l'air hagard, avec un ultimatum encore pire. 1 mois. Pas un jour de plus. La moitié du territoire. Sinon, nous venons tout prendre. Ce matin-là, précisément, Arman s'était levé, avait marché jusqu'à son trône, l'avait regardé, ce trône qui pesait plus de 200 kilos, en chêne massif, avec ses accoudoirs sculptés en forme de lion, et il avait eu envie de le soulever et de le jeter par la fenêtre. Il avait attrapé les accoudoirs, tiré, ses muscles avaient craqué,
Ses veines avaient gonflé sur ses avant-bras, et le trône n'avait pas bougé d'un millimètre. C'est à ce moment-là qu'il s'était effondré. Pas par terre, non, sur les marches du trône. Il s'était assis, le dos contre le bois froid, la tête dans les mains, et il avait pleuré. Il avait pleuré comme un enfant, sans bruit, avec des larmes sales qui coulaient entre ses doigts. Ses ministres, ses gardes, ses serviteurs, tous le regardaient, immobiles, terrifiés. Personne n'osait bouger. Le vizir Samir, un vieil homme aux cheveux blancs comme la neige, aux yeux usés par 60 ans de service, s'approcha doucement. Il avait vu des guerres, des famines, des révoltes, des rois fous, des rois faibles, des rois brisés. Il s'accroupit devant Arman, posa une main ridée sur son épaule et dit, d'une voix calme comme une eau dormante, « Majesté, quand un homme se noie, ce n'est pas en battant des bras plus forts qu'il s'en sort. C'est en arrêtant de lutter et en se laissant flotter un instant. » Arman releva la tête. Ses yeux étaient rouges, gonflés, cernés. Il regarda Samir avec une colère qui n'était que de la peur déguisée. « Flotter » s'emporta-t-il. « Tu veux que je laisse mon royaume sombrer? Tu veux que je ferme les yeux pendant que l'ennemi franchit nos frontières ?» Samir secoua la tête, lentement, comme un arbre qui plie sous le vent, mais ne casse pas. « Je veux que vous respiriez, Majesté. Je veux que vous veniez avec moi. Je connais un homme. Il n'est ni riche, ni puissant, ni célèbre. Mais il sait quelque chose que vous avez oublié, quelque chose que votre père savait, et que son père avant lui savait. » Arman essuya ses larmes du revers de la main comme un enfant honteux. « Qui est-ce » demanda-t-il la voix rauque. Samir dit, « Un forgeron. Il vit dans la montagne, au-delà de la forêt des pins. On dit qu'il a traversé 10 fois pire que ce que vous vivez. On dit qu'il a perdu tout ce qu'un homme peut perdre, et qu'il est toujours debout. » Arman hésita. Il regarda par la fenêtre. Le ciel était gris de poussière, les arbres du jardin étaient nus, les fontaines étaient taries. Il regarda ses mains de roi, fines et blanches, qui n'avaient jamais tenu d'autre outil qu'une plume. Puis, il se leva. Il dit, « Va pour le forgeron. Attelle les chevaux, mais nous n'avons pas de temps à perdre. » Ils partirent 2 heures plus tard, à l'aube. Arman déguisé en marchand, une tunique simple, des bottes usées, un chapeau de feutre rabattu sur les yeux, accompagné de Samir et de 2 gardes en civil. Ils chevauchèrent toute la journée, puis la nuit, puis la moitié du jour suivant. 2 jours de route. Dès qu'ils quittèrent les murs du palais, Arman sentit quelque chose changer. Ce n'était pas du soulagement, non. C'était plutôt comme si on avait ouvert une petite fenêtre dans une pièce enfumée. L'air était différent. Il sentait la terre, l'herbe sèche, les pins. Mais son esprit ne se calma pas pour autant. Il ressassait, ressassait, ressassait. Si l'ennemi attaque avant mon retour, que ferai-je? Si la sécheresse tue les derniers semis, que mangerons-nous cet hiver? Si l'épidémie gagne la capitale, comment protéger les enfants? Si mes conseillers profitent de mon absence pour comploter? Si. Samir, voyant son front plissé comme une terre labourée, dit simplement sans le regarder, « Majesté, regardez le ciel. » Arman répondit agacé, presque méchant, « Je n'ai pas le temps de regarder le ciel. » Samir ne se fâcha pas. Il dit, « C'est précisément pour cela que vous avez besoin de le regarder. » Arman leva les yeux malgré lui, par défi, pour prouver que ça ne servait à rien. Le ciel était d'un bleu profond, intense, un bleu qu'il n'avait pas vu depuis des années, traversé de longs nuages blancs et fins comme des voiles de bateau. Le soleil déclinait doucement vers l'ouest, teintant les nuages de rose et d'orange. C'était beau, c'était même magnifique. Arman sentit une boule dans sa gorge. Pour la première fois depuis des mois, il remarquait la beauté du monde, et cela lui fit mal, parce qu'il sentit qu'il n'avait pas le droit de la voir, pas quand son peuple souffrait, pas quand tout allait si mal, pas quand il revenait bredouille d'une mission absurde chez un forgeron inconnu. Il baissa la tête,
serra les rênes de son cheval et ne dit plus rien jusqu'au soir. La nuit, ils s'arrêtèrent dans une petite auberge au bord de la route. L'auberge s'appelait le repos du voyageur, mais elle n'avait rien de reposant. Les murs étaient fissurés, le toit de chaume avait des trous, et le vent sifflait à travers les planches mal jointes. Une enseigne branlante grinçait au-dessus de la porte, peinte d'un lit et d'une lune. L'aubergiste était une femme âgée, très âgée, au visage ridé comme une pomme oubliée au soleil, mais aux yeux vifs comme des éclats de verre, des yeux qui avaient tout vu et qui continuaient de tout voir. Elle s'appelait Amina. Elle servit une soupe chaude, une soupe de légumes, un peu trop salée mais chaude, et du pain rassis, dur comme du bois. Arman ne mangeait pas. Il regardait la soupe refroidir, une petite pellicule se formant à la surface, des rides de soupe qui imitaient les rides de son front. Il pensait à ses greniers vides, à ses soldats sans solde, à son peuple qui avait faim. Amina s'approcha, essuya ses mains sur son tablier taché de graisse et de farine, et dit « Vous n'avez pas faim, Seigneur ?» Arman leva les yeux. « Non. » Elle dit « Alors vous avez un gros souci. Les soucis mangent l'appétit avant même de manger le cœur. » Arman la regarda longtemps. Cette femme qui servait de la soupe dans une auberge misérable, qui avait des rides profondes comme des canyons et des doigts noueux par l'arthrite, qui vivait là, seule, au bord d'une route poussiéreuse, à servir des voyageurs fatigués. Il demanda soudain, presque malgré lui, parce qu'il avait besoin de comprendre, besoin d'entendre, que quelqu'un d'autre souffrait et tenait quand même. « Comment faites-vous, vous ? Comment faites-vous pour tenir ? Votre auberge est modeste. La route est poussiéreuse. Vous devez avoir 1000 problèmes. » Amina rit. Ce n'était pas un rire moqueur, c'était un rire fatigué, usé, comme une porte qui grince et qui accepte de grincer parce que grincer, c'est encore être debout. Elle dit « Mon mari est mort il y a 12 ans. Il est tombé de son cheval, un soir de brouillard. Il avait bu, le pauvre, il s'est brisé la nuque. Je l'ai trouvé au matin, au pied du pont, les yeux ouverts. » Elle dit cela sans trembler, comme on récite une histoire qu'on a racontée 1000 fois. Mon fils unique est parti à la guerre il y a 8 ans. Il s'appelait Karim. Il avait 17 ans. On m'a dit qu'il était mort dans une vallée lointaine, près de la rivière Bleue. Mais je n'ai jamais vu son corps. Alors parfois, la nuit, j'imagine qu'il va pousser la porte et dire « Maman, je suis rentré ». Je l'imagine plus grand, plus fort, avec une barbe. Je l'imagine, et je souris. Et puis, je pleure. Elle s'arrêta une seconde, but une gorgée d'eau, reprit. L'année dernière, un incendie a brûlé la moitié de mon auberge. Un client a laissé une bougie allumée. Il était ivre, lui aussi. Les hommes et l'alcool, hein? J'ai tout reconstruit avec mes mains, pierre par pierre, planche par planche. Mes doigts saignaient pendant des semaines. Mais je l'ai fait. Arman resta silencieux, bouche bée. Cette femme avait perdu son mari, son fils, presque sa maison. Et elle était là, debout, à servir de la soupe. Il demanda, la voix étranglée, incrédule. « Et vous êtes heureuse ?» Amina haussa les épaules, un haussement d'épaules qui disait « Je ne sais pas. »« Pas tout le temps, dit-elle. Mais je suis debout. Savez-vous pourquoi ?» Arman secoua la tête. Elle s'assit en face de lui, s'essuya les mains une nouvelle fois sur son tablier et dit, en le regardant droit dans les yeux, « Parce que j'ai appris à ne porter qu'un seul problème à la fois. Le matin, je me lève, je donne à manger aux poules, je nettoie la salle, je prépare la soupe. Si je pense à mon fils mort en préparant la soupe brûle. Si je pense à l'incendie en donnant à manger aux poules, les poules ne mangent pas. Alors j'ai décidé, quand je donne à manger aux poules, je donne à manger aux poules. Quand je prépare la soupe, je prépare la soupe. Et le soir, quand tout est fait, quand les poules sont couchées, quand la vaisselle est rangée, quand la porte est fermée, je m'assois sur le seuil et je regarde les étoiles. Et là je pleure si j'ai besoin de pleurer. Mais je ne pleure pas en préparant la soupe. » Arman la regarda longtemps. Il y avait dans ses yeux une chose qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ce n'était pas du bonheur, c'était autre chose. C'était la paix. Pas la paix des cimetières, non. La paix des rivières.
celle qui coule même quand tout brûle autour. Lentement, sans réfléchir, il porta la cuillère à sa bouche. La soupe était chaude. Elle était bonne. Elle sentait le thym, les carottes et quelque chose d'autre. Un goût qu'il ne connaissait pas. Un goût de vie simple. Pour la première fois depuis des mois, il mangea sans penser à rien d'autre qu'à la soupe. Il mangea toute l'assiette, puis une deuxième. Et quand il se coucha, cette nuit-là, sur un lit étroit et grinçant, il dormit comme une pierre. Le lendemain, ils arrivèrent à la montagne. C'était une montagne sèche, âpre, couverte de pins tordus par le vent. Des pins qui avaient poussé de travers parce que le vent ne leur avait jamais laissé le choix. Des rochers gris émergèrent de la terre comme des géants endormis. L'air était vif, presque froid, même en été. La route s'arrêtait là. Il fallait continuer à pied. Ils attachèrent leurs chevaux à un arbre et grimpèrent. 1 heure, 2 heures. Arman avait les jambes en feu, les poumons en compote. Il n'était pas habitué à l'effort. Il avait passé des années assis sur un trône. Mais il continua, parce que le forgeron était là-haut, quelque part, et qu'il avait besoin de lui. Enfin, ils arrivèrent. Le forgeron habitait une cabane en pierre, une cabane basse, solide, aux murs épais comme des remparts, au bord d'une rivière claire qui descendait de la montagne en chantant. Devant la cabane, une forge avec son soufflet en cuir, son enclume usée, ses charbons éteints. Derrière, un potager modeste où poussaient des tomates, des oignons, de l'ail, des herbes aromatiques. Et partout, du métal, des outils suspendus à des clous rouillés, des lames en attente d'être affûtées, des clous dans des caisses en bois, des chaînes accrochées au mur, un vieux aume cabossé posé sur une souche. L'homme qui sortit de la cabane était immense, non pas grand. Enfin, il était grand, mais ce n'était pas ça. Il était immense dans sa présence. Ses bras étaient noirs de charbon, musclés, sillonnés de veines comme des rivières sous la peau. Ses mains étaient énormes, couvertes de callosités et de petites cicatrices blanches, des mains qui avaient tenu des marteaux, des tenailles, des lames brûlantes et aussi un enfant. Son visage portait les marques d'anciennes brûlures, une peau qui avait fondu et avait repoussé, comme une cire mal lissée, surtout sur la joue gauche et le menton. Mais ses yeux étaient calmes, profondément calmes, comme un lac sans vent, comme un ciel sans nuages, comme l'eau d'un puits au fond duquel on ne voit que son propre reflet. Ces yeux-là, Arman ne les avait jamais vus chez personne. Pas chez son père, pas chez ses conseillers, pas chez les sages. Ces yeux-là avaient vu l'enfer et en étaient revenus sans se briser. Arman s'approcha, le cœur battant si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Il dit « On m'a dit que vous avez traversé des épreuves. On m'a dit que vous savez comment on fait quand tout va mal. » Le forgeron essuya ses mains sur son tablier de cuir. Un tablier usé, percé par 1000 étincelles, taché de suie et de vieille graisse. Il regarda Arman un long moment, de haut en bas, des pieds à la tête. Il regarda ses mains fines, sa tunique de marchand trop propre, ses yeux cernés, ses lèvres sèches. Puis il dit une seule phrase, d'une voix grave comme le bruit d'une enclume, « Asseyez-vous ». Il n'y avait pas de chaise, juste une souche d'arbre et une grosse pierre plate. Arman s'assit sur la pierre. Le forgeron s'assit sur la souche. Il croisa ses bras massifs, inclina légèrement la tête et dit « Racontez-moi ». Arman raconta tout. Il ne cacha rien. Il raconta la sécheresse qui brûlait les champs depuis 2 étés, les puits qui tarissaient, les rivières qui n'étaient plus que des filets d'eau sale. Il raconta l'épidémie qui emportait les troupeaux par centaines, les paysans qui pleuraient leurs bêtes, les enfants qui n'avaient plus de lait. Il raconta les caisses du royaume vides comme une gourde oubliée au soleil, les fonctionnaires impayés, les soldats qui menaçaient de déserter, les juges corrompus. Il raconta l'armée ennemie qui rassemblait ses soldats à la frontière, des milliers d'hommes armés jusqu'aux dents, prêts à fondre sur eux comme un faucon sur une souris. Il raconta les nuits sans sommeil, les jours sans répit, les décisions impossibles.
Il raconta la peur, cette peur visqueuse qui lui collait aux entrailles comme du goudron chaud. Il raconta la honte de ne pas être à la hauteur, de trahir la mémoire de son père, de laisser tomber son peuple, d'être ce roi faible dont on se souviendrait comme d'une catastrophe. Il raconta la fatigue immense, cette fatigue qui n'est pas seulement dans les muscles mais dans l'âme, une fatigue grise comme un ciel d'hiver sans fin, une fatigue qui vous donne envie de vous allonger par terre et de ne plus jamais vous relever. Il parla, sa voix se cassa parfois, ses yeux s'embuèrent parfois, mais il parla. Et le forgeron écouta. Il n'interrompit pas une seule fois, il ne donna pas de conseils, il ne dit pas « vous devriez faire ceci » ou « vous auriez dû faire cela ». Il ne dit pas « ce n'est pas si grave » ou « vous vous en sortirez ». Il écouta. Il hocha la tête de temps en temps. Il croisa et décroisa ses bras. Il regarda Arman sans ciller. Il écouta comme on écoute une rivière, sans jugement, sans hâte, sans rien attendre en retour. Quand Arman eut fini, quand sa voix se fut éteinte comme un feu qui manque de bois, le forgeron se leva. Il ne dit rien. Il se contenta de faire un geste de la main. « Venez !» Il l'emmena derrière la cabane, là où l'herbe était rare et où le sol était noir de charbon et de limaille de fer, un sol qui avait bu des années de sueur et de métal. Il y avait là une enclume usée par des décennies de martèlement, le métal creusé au milieu comme un lit de rivière à force d'avoir reçu des coups. Et à côté, posé par terre, un bloc de fer brut, gros comme une tête d'homme, lourd, rugueux, sombre, froid. Le forgeron dit « Soulevez ce bloc ». Arman le regarda, interloqué. Il crut à une plaisanterie. Le forgeron ne plaisantait pas. « Soulevez-le » répéta-t-il. Arman se baissa, saisit le bloc à deux mains. Il pesait facilement 50 kilos, peut-être 60. Arman était jeune et fort. Il avait 25 ans, des épaules larges. Il avait fait de l'équitation et de l'escrime toute sa vie. Mais ce bloc était lourd. Il le souleva quand même. Ses muscles tremblèrent, ses veines gonflèrent sur ses avant-bras. Son souffle se bloqua. Il le tint 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Puis il le reposa avec un bruit sourd qui fit trembler le sol. « Posez-le » dit le forgeron. « Maintenant, soulevez cette enclume. » L'enclume pesait 150 kilos, peut-être plus. Arman essaya. Il se baissa, glissa ses mains sous les bords, tira de toutes ses forces, de toutes ses dents, de tout son désespoir. L'enclume ne bougea pas d'1 millimètre. Il essaya encore, les dents serrées, le souffle court, les yeux exorbités. Rien. Il essaya une 3e fois avec un grognement de bête blessée. Rien. Il se releva, essoufflé, les mains en feu, les bras tremblants. « Je n'y arrive pas », dit-il. Le forgeron hocha la tête. Pas de moquerie, pas de mépris, juste une confirmation. « Alors, vous avez trouvé votre limite », dit-il. « C'est bien. Maintenant, regardez. » Le forgeron s'approcha du bloc de fer. Il le saisit comme s'il ne pesait rien, le souleva d'une main, le posa sur l'enclume avec un claquement métallique. Puis il prit un marteau, un lourd marteau de forge à long manche de bois, un marteau qui devait peser 10 kilos. Il alluma le feu de la forge. Il actionna le soufflet. Il tira sur la grande manche de cuir. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les braises s'embrasèrent, d'abord rouges, puis oranges, puis blanches. Une chaleur intense monta, faisant trembler l'air au-dessus du feu. Le forgeron plongea le bloc de fer dans les braises. Il attendit. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Il ne disait rien. Il regardait le fer, comme un père regarde son enfant. Le fer devint rouge sombre, puis rouge vif, puis orange, puis jaune pâle, presque blanc. Il était incandescent. Il rayonnait de chaleur comme un petit soleil posé sur des braises. Alors le forgeron sortit le bloc avec des tenailles, de longues tenailles en fer qu'il tenait à 2 mains. Il le posa sur l'enclume, et il le frappa. Bing! 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le fer se pliait, se transformait, s'aplatissait sous les coups. Des étincelles volèrent dans l'air comme des lucioles en colère. Le forgeron retourna le bloc, frappa encore et encore. Le métal chantait, un son aigu et pur. Puis,
Il le replongea dans le feu. Il se tourna vers Arman, le visage luisant de sueur, et dit « Vous voyez, ce bloc de fer, tout à l'heure, vous pouviez le soulever, mais vous ne pouviez rien en faire. Il était dur, oui, mais il était inutile. Maintenant, il est chauffé, il est malléable. Je peux en faire une épée, une charrue, un clou ou un bijou. » Arman dit « Je ne comprends pas. » Le forgeron posa son marteau. Il s'essuya le front avec le dos de la main. Il prit une longue inspiration, comme un homme qui va dire quelque chose d'important. Puis il dit, lentement, en pesant chaque mot comme on pèse un métal précieux sur une balance, « Votre problème, roi Arman, n'est pas que vous avez trop de fardeau. Votre problème, c'est que vous essayez de soulever l'enclume avant d'avoir chauffé le fer. Vous voulez tout résoudre d'un coup. La sécheresse, l'épidémie, la guerre, l'argent, la révolte, les trahisons. Vous voulez tout porter en même temps. Mais ce n'est pas ainsi que l'on forge. On chauffe une seule pièce à la fois. On la regarde. On la comprend. On attend qu'elle soit prête. Et puis on frappe une seule fois à la fois. Et on laisse le métal refroidir entre deux coups. Sinon il se brise. Il se fend. Il devient inutilisable. Arman ouvrit la bouche. Puis la referma. Il sentit quelque chose se décoincer dans sa poitrine, comme un verrou qui saute après des années de rouille. Mais il dit, parce qu'il était roi et qu'il avait peur, « Mais l'ennemi arrive dans 1 mois. Je n'ai pas le temps de laisser refroidir. Je n'ai pas le temps d'attendre. Le monde ne m'attend pas. » Le forgeron sourit. C'était un sourire doux et triste. Un sourire qui avait vu trop de choses, trop de morts, trop de larmes, trop de feux éteints. Il dit, « Asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que personne ne connaît, pas même mon ombre. J'ai été forgeron toute ma vie, commença l'homme, en s'asseyant sur un billot de bois. Mon père était forgeron, mon grand-père aussi. Le métal coule dans mes veines. J'ai forgé ma première lame à 7 ans, un petit couteau tout tordu qui ne coupait même pas le beurre. Mais j'étais fier. » Il sourit à ce souvenir, un sourire rapide, presque enfantin. Puis son visage se ferma. « Mais il y a 15 ans, j'ai tout perdu. Ma femme, Fatima, est morte en donnant naissance à notre fille. La petite a survécu. Elle est née dans mes mains, glissante, rouge, hurlante. Et Fatima, elle, est devenue blanche, puis froide. Je l'ai enterrée derrière la cabane, sous le grand pin. » Il désigna un arbre au loin, un pin plus grand que les autres. « J'ai élevé ma fille seule, avec mes grandes mains noires et maladroites. Je lui apprenais à tenir une cuillère avec les mêmes doigts qui tenaient des marteaux de 20 kilos. Elle s'appelait Leïla. Elle était belle et joyeuse, avec des yeux comme des olives noires et des cheveux comme une nuit d'été, sans lune. Elle dansait en tournant la meule de la forge. Elle chantait en soufflant sur les braises. Elle inventait des chansons sur le métal, sur le feu, sur les étincelles. Elle était ma lumière, mon unique lumière. » Le forgeron se tut un instant. Sa voix se cassa légèrement, comme une lame qui se fêle après trop d'usure. Il regarda la rivière, l'eau qui coulait sans jamais s'arrêter, puis il reprit. « Un jour, elle a voulu cueillir des fleurs dans la montagne. Elle avait 12 ans. Elle est montée toute seule malgré mes avertissements. Je lui avais dit 100 fois, « Ne va pas près du ravin, la pierre est glissante. » Mais elle avait 12 ans, et elle voulait des fleurs pour mettre sur la tombe de sa mère. Elle est montée, elle a glissé sur une roche humide, elle est tombée dans le ravin. Je l'ai trouvée en bas, inconsciente, le corps tordu comme une branche cassée. Elle s'était brisée la colonne vertébrale. Elle est restée paralysée. Arman sentit un froid lui traverser le dos, un froid qui n'avait rien à voir avec le vent de la montagne. Il sentit ses propres mains devenir glacées. Pendant 3 ans, je l'ai soignée, je la lavais, je la nourrissais à la cuillère, je la portais au soleil chaque matin parce qu'elle aimait la chaleur sur son visage, elle disait que ça lui rappelait la forge. Elle souriait encore, vous savez. Elle me disait, « Papa, un jour je marcherai, je danserai encore autour de la forge. » Je la croyais. J'y croyais tellement que j'en ai forgé des attelles, des béquilles, des petites chaussures renforcées avec du cuir et du métal.
Je croyais que mon amour et ma forge suffiraient à la guérir. Je croyais que si je frappais assez fort, assez longtemps, je pourrais redresser sa colonne comme je redresse une lame tordue. Il secoua la tête, lentement, avec une infinie tristesse. Mais les humains ne sont pas du fer. Il prit une profonde inspiration. Sa poitrine se souleva comme une enclume qu'on soulève. Et puis, elle a attrapé une fièvre, une simple fièvre, celle qu'on attrape en hiver quand on est fatigué, quand on a trop froid. Mais son corps était trop fragile, trop affaibli par 3 ans d'immobilité, trop usé par la douleur. En 3 jours, elle est morte, dans mes bras. Elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé, elle a souri, elle souriait encore, jusqu'au bout, et elle a dit « Papa, je t'aime ». Et elle est partie. Le silence tomba sur la montagne. Un silence si profond, si absolu, qu'on entendait les grillons dans l'herbe, le clapotis de la rivière, le souffle du vent dans les pins. Même la forge semblait retenir son souffle. Le forgeron respira 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ses épaules tremblèrent à peine. Puis il continua, la voix plus basse. À ce moment-là, je me suis assis sur cette même pierre où vous êtes assis, et j'ai dit, je ne peux plus, Dieu, la vie, le destin, l'univers, le hasard, peu importe qui m'écoute, je ne peux plus, c'est trop lourd. Je suis resté assis là pendant 3 jours, sans manger, sans boire, sans parler. Je regardais la rivière, je regardais le ciel, je regardais mes mains, et je ne voyais rien. Juste du vide. Juste un trou noir au milieu de ma poitrine. Un trou si grand qu'on aurait pu y jeter toute la montagne. Arman demanda doucement, la gorge serrée, les yeux brûlants. « Qu'est-ce qui vous a fait lever ?» Le forgeron montra la rivière d'un geste large. « Regardez l'eau, » dit-il. Arman regarda. La rivière coulait. Elle n'était ni pressée ni lente. Elle coulait, simplement. Elle contournait les rochers, sans se demander pourquoi ils étaient là. Elle glissait sur les galets sans chercher à les aplatir. Elle s'infiltrait entre les racines des arbres sans demander la permission. Elle ne se demandait pas où elle allait. Elle allait. Elle était en mouvement, voilà tout. Le 3e jour, dit le forgeron, j'ai regardé cette rivière. Je l'avais regardée 1000 fois avant, mais ce jour-là, je l'ai vraiment vue. Et j'ai compris quelque chose. L'eau ne se demande pas si elle est trop petite pour la montagne. L'eau ne se demande pas si elle peut déplacer le rocher d'un seul coup. L'eau coule, elle contourne, elle s'infiltre. Elle use la pierre, grain par grain, goutte par goutte, année après année. L'eau ne porte pas la montagne. L'eau passe à travers. Le forgeron se leva, lentement, comme un chêne qui se déploie après une longue nuit. Il vint se planter devant Arman, le domina de toute sa hauteur, et dit « Vous, roi Arman, vous voulez porter la montagne. Vous voulez tout résoudre, tout régler, tout sauver. C'est pour cela que vous êtes épuisé. Vous n'êtes pas censé porter la montagne. Vous êtes censé être l'eau. Vous ne résolvez pas tous les problèmes en même temps. Vous coulez, vous contournez, vous trouvez le chemin, le petit interstice, la faille dans la roche. Et surtout, vous ne vous arrêtez pas. L'eau ne s'arrête jamais. Même dans le désert, elle s'évapore, elle devient nuage, elle tombe plus loin. Mais elle ne s'arrête pas. Arman sentit ses yeux s'embuer. Il dit, la voix étranglée par l'émotion, par la fatigue, par l'espoir qui renaissait malgré lui. Mais concrètement, que dois-je faire? L'ennemi est là dans 1 mois. Mes greniers sont vides. Mon peuple a faim. Concrètement, je n'ai pas besoin de poésie. J'ai besoin d'action. Le forgeron lui posa une main sur l'épaule. Une main lourde et calme, chaude comme le fer sorti de la forge, rugueuse comme l'écorce d'un vieux chêne. Il dit, « Voici ce que vous allez faire. Ce soir, vous allez dormir. Pas pour fuir, pas par paresse, pas pour oublier. Pour être en forme demain. Un soldat fatigué perd toutes ses batailles avant même de les commencer. Demain matin, vous allez prendre votre problème le plus urgent. Un seul, pas 2, pas 3, un seul. Vous allez le chauffer dans la forge de votre esprit. Vous allez le regarder,
le comprendre, le retourner dans tous les sens, l'examiner sous toutes ses faces. Vous allez le poser sur l'enclume de votre conseil. Et puis, vous allez frapper, un seul coup, une seule décision. Ensuite, vous laisserez refroidir. Vous irez manger, vous irez marcher, vous irez regarder le ciel, vous irez regarder les étoiles. Et le jour d'après, vous frapperez à nouveau. Armand dit, mais c'est trop lent pour un roi. Un roi n'a pas le temps d'être lent. Le forgeron répondit, avec une gravité absolue, une gravité qui venait de très loin, de très profond. Le fer chauffé trop vite se brise. Un royaume brisé ne sert à rien. Un roi brisé non plus. Alors, roi Arman, allez, dormez. Et demain, frappez. Arman reprit la route. Il n'avait pas de solution miracle. Il n'avait pas de baguette magique, pas de formule secrète, pas de trésor caché sous une pierre. Mais il avait quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, un tout petit peu de calme, un tout petit peu de cette paix qui ressemble à une respiration profonde après avoir couru. En rentrant au palais, il ne convoqua personne. Il n'appela ni ministre, ni général, ni conseiller, ni vizir. Il alla dans sa chambre. Il enleva ses bottes. Il enleva sa tunique. Il se coucha. Il ferma les yeux. Il dormit. Pas d'angoisse. Pas de cauchemar. Pas de ces rêves où il courait sans arriver nulle part, où il tombait sans fin, où il criait sans que personne l'entende. Il dormit 12 heures d'affilée, d'un sommeil lourd et réparateur comme une couverture de laine en plein hiver. Le lendemain matin, il se réveilla avant l'aube. Il but de l'eau. Il s'assit à sa table, une grande table en bois de noyer, couverte de parchemins, de cartes, de rapports. Il prit une feuille de parchemin vierge, une plume d'oie et de l'encre noire. Il écrivit en haut de la feuille, en grandes lettres, en appuyant si fort que la plume grinçait, « Un seul problème aujourd'hui ». Il réfléchit. Il gratta sa barbe de 3 jours. Il relut la menace de l'empire d'Akkad. Il relut les rapports de ses espions. Il regarda la carte du royaume, avec ses frontières, ses rivières, ses montagnes. Il choisit l'ennemi, parce que l'ennemi était le plus pressant, parce qu'un mort n'a pas besoin de récolte, parce qu'un royaume envahi n'a pas besoin d'argent, parce qu'un roi prisonnier n'a pas besoin de solution. Il appela son général, un vieux briscard nommé Rostam, avec une cicatrice sur la joue gauche et des yeux de loup, des yeux qui avaient vu 20 batailles. Il appela son trésorier, un petit homme rond et nerveux qui comptait les pièces jusque dans ses rêves, qui suait dès qu'on parlait d'argent. Il appela son vizir Samir, le vieux sage aux cheveux blancs, aux yeux doux, à la voix calme. Il leur dit, d'une voix calme qu'ils ne lui connaissaient pas, une voix posée, presque tranquille, « Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas assez d'hommes, nous n'avons pas le temps de former une armée. Alors, que nous reste-t-il » Le général Rostam dit, « La ruse. Faisons croire à l'ennemi que nous avons des renforts, des bannières plantées sur les collines, des feux de camp allumés la nuit, des rumeurs habilement semées dans les tavernes et les marchés. L'ennemi a peur de ce qu'il ne voit pas. » Le trésorier dit, « La négociation. Proposons-leur un tribut. Donnons-leur de l'argent que nous n'avons pas, mais promettons-leur. Promettons-leur n'importe quoi. Le temps joue pour nous, si nous gagnons du temps. » Samir dit, « L'alliance. Le roi du Nord n'aime pas notre ennemi. Il déteste l'empire d'Akkad depuis que son père a été assassiné par leurs émissaires. Il pourrait nous prêter des soldats contre quelque chose qu'il désire. Les mines de cuivre, par exemple. Nos mines de cuivre sont les meilleures de la région. » Arman écouta. Il ne trancha pas tout de suite. Il ne dit pas « Vous avez raison » ou « Vous avez tort ». Il laissa les idées chauffer dans sa tête, comme le fer dans les braises. Il les retourna, les regarda sous tous les angles, les frotta l'une contre l'autre. Il ferma les yeux. Il imagina chaque solution, ses avantages, ses risques, ses conséquences. Puis il ouvrit les yeux et dit, lentement, en martelant chaque mot comme un forgeron martèle le fer, « Voici ce que nous allons faire. Samir, vous allez partir chez le roi du Nord. Vous partez ce soir. Vous lui direz que s'il nous prête 500 soldats pour 1 mois, nous lui donnerons l'accès à nos mines de cuivre pour 5 ans.
Pas de partage des bénéfices, pas de taxes, pas de conditions. Accès total. 5 ans. Général Rostam, vous allez faire courir la rumeur que nous avons fait venir des mercenaires redoutables de l'autre côté des montagnes. Des hommes qui tuent pour un sac d'argent. Vous ferez planter des tentes vides sur les hauteurs. Vous ferez allumer des feux la nuit. Beaucoup de feux. Vous ferez en sorte que les espions ennemis voient une armée là où il n'y a que des ombres. Trésorier, vous allez vider les réserves personnelles de ma famille. Prenez l'or de ma couronne. Prenez les bijoux de ma mère. Prenez les tapis de mon père. Prenez les coupes en argent de mon grand-père. Prenez tout. Je préfère être pauvre que mort. Je préfère dormir sur la paille que de voir mon peuple enchaîné. Ce fut le premier coup de marteau. Il frappa. Le fer chanta. Le soir, il ne travailla pas. Il ne convoqua personne. Il ne lut aucun rapport. Il n'écouta aucun messager. Il alla se promener dans les jardins du palais. Les jardins étaient secs, les fontaines taries, les roses fanées, les allées couvertes de poussière. Mais il y avait un vieux figuier au fond, un figuier planté par son arrière-grand-père, un figuier immense, noueux, aux branches tordues, et le figuier avait des feuilles vertes, épaisses, vivantes. Arman s'assit sous le figuier. Il but une tasse de thé à la menthe, préparée par ses propres mains. Il regarda les feuilles bouger dans le vent. Il écouta le bruissement. Il ne pensa à rien. Il ne pensa ni à l'ennemi, ni aux impôts, ni à la sécheresse, ni à l'épidémie. Il pensa aux feuilles. Il pensa au thé. Il pensa à la chaleur du soleil sur son visage. Il laissa refroidir. Il laissa son esprit refroidir comme le fer sur l'enclume. Le lendemain, il s'attaqua à la sécheresse. Il convoqua les ingénieurs, les paysans, les sages qui connaissèrent les nuages, les vieilles femmes qui savaient où trouver de l'eau sous terre. Il leur dit « Un seul problème aujourd'hui, l'eau ». Ils creusèrent des canaux. Ils construisirent des citernes en pierre. Ils puisèrent dans la nappe souterraine. Ils apprirent à recueillir la rosée du matin. Le surlendemain, il s'attaqua à l'épidémie. Il fit venir des médecins, des guérisseurs, des femmes qui connaissaient les plantes, des prêtres qui connaissaient les prières. Il fit brûler les bêtes mortes, il fit isoler les malades, il fit nettoyer les étables, les puits, les maisons. Le jour d'après, il s'attaqua aux caisses vides. Il vendit ses propres terres, il emprunta aux marchands d'argent. Il réorganisa les impôts, non pas en les augmentant, mais en les rendant plus justes, un par un, jour après jour. Il ne faisait qu'une chose à la fois. Parfois, il paniquait. Parfois, il avait envie de tout lâcher, de remettre toutes les pièces en l'air, de hurler, de casser des assiettes. Parfois, la nuit, l'angoisse revenait comme un chien fidèle et laid, un chien qui gratte à la porte et qu'on n'arrive pas à chasser. Alors, il retournait voir le forgeron. Il remontait la route poussiéreuse, traversait la forêt, grimpait la montagne. Et le forgeron, sans lever les yeux de son enclume, sans s'arrêter de marteler, disait simplement « L'eau coule, n'essaie pas de pousser la rivière ». Et Arman redescendait, plus calme, plus léger, prêt à frapper un nouveau coup. 1 mois passa, 30 jours. L'ennemi arriva aux frontières. Des milliers de soldats, des lances, des arcs, des chariots, des bannières noires au vent. Mais Arman avait préparé son coup. La ruse du général fonctionna. L'ennemi vit les tentes sur les collines, les feux la nuit, entendit les rumeurs de mercenaires redoutables. L'alliance avec le roi du Nord apporta 500 soldats, des hommes rudes et silencieux, habillés de fourrure, avec des haches 2 fois plus grosses que leur tête. Et les mines de cuivre n'étaient pas encore épuisées. L'ennemi hésita. Il envoya des émissaires. Il négocia. Arman leur donna un petit territoire sans importance, une bande de terre aride où ne poussaient que des épines et des serpents. Il gagna du temps. Il signa la paix. Le royaume était sauf. Mais ce n'était pas fini. La sécheresse persistait. Le ciel restait bleu et vide, sans un nuage, comme une page blanche sans une lettre. L'épidémie avait repris dans un village reculé, un village si petit qu'il ne figurait même pas sur les cartes. Arman continua. Un jour après l'autre, un problème après l'autre. Il apprit à reconnaître ses limites. Il apprit à dire non, non,
Aujourd'hui, je ne peux pas m'occuper de ça. Aujourd'hui, je m'occupe de ceci. Il apprit à dormir. Il apprit à manger sans penser à autre chose qu'à son assiette. Il apprit à regarder le ciel sans y chercher des signes de catastrophe. Un jour, alors qu'il commençait à retrouver espoir, alors que les pluies semblaient enfin vouloir revenir, de petits nuages à l'horizon, des promesses d'eau, une tempête de sable venue du désert, du grand désert de Sélim, s'abattit sur le royaume. Elle vint sans prévenir, comme un voleur. Le ciel devint jaune, puis brun, puis noir comme la nuit en plein après-midi. Le vent hurla comme 1000 loups, comme 10 000 démons. La tempête dura 2 jours et 2 nuits. 2 jours sans voir le soleil. 2 nuits sans voir les étoiles. Quand le calme revint, quand le vent tomba, quand la poussière retomba, Arman sortit sur le balcon du palais. Il regarda le ciel dégagé, la terre dévastée, les arbres déracinés comme des allumettes, les champs couverts d'une couche de sable jaune et fin, les maisons effondrées, les puits bouchés, et il se sentit de nouveau submergé. Tout son travail, toutes ses petites victoires, tous ses coups de marteau, tous ses problèmes résolus un par un, patiemment, lentement, anéantis en une nuit. Une seule nuit. Comme si la vie, le destin, Dieu ou le hasard lui disaient « Tu vois, roi Arman, tu vois à quel point tu es petit, tu vois à quel point tes efforts ne servent à rien ?» Il serra les poings. Il eut envie de hurler, de frapper le mur de marbre, de casser quelque chose, n'importe quoi. Il eut envie de pleurer, de s'asseoir par terre et de ne plus jamais se relever, de laisser le royaume brûler, de laisser les ennemis envahir, de laisser la sécheresse tout tuer. Il eut envie de retourner chez le forgeron et de lui dire « Tu avais tort, tu avais complètement tort. La rivière ne peut rien contre la tempête. La rivière est faible, la tempête est forte. » Et puis il se souvint. Il se souvint de la phrase exacte. Pas à peu près, pas approximativement. Les mots précis du forgeron, assis sur sa souche, avec ses yeux calmes comme un lac. L'eau ne porte pas la montagne, l'eau passe à travers. Il ferma les yeux. Il respira, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il sentit son cœur battre dans sa poitrine. Il sentit le vent frais sur son visage, un vent qui venait d'ailleurs, un vent qui avait traversé des montagnes et des forêts. Il dit tout haut, seul sur son balcon, la voix rauque de fatigue, de colère et de quelque chose qui ressemblait à de l'obstination. « Aujourd'hui, je ne résous que la tempête de sable. Un seul problème, la tempête. Le reste attendra. » Il descendit. Il appela ses ministres. Il organisa les secours. Il fit ouvrir les greniers d'urgence, ceux qu'il avait remplis grain par grain, jour après jour, patiemment. Il fit envoyer des charpentiers pour réparer les toits, des maçons pour rebâtir les murs, des puisatiers pour déboucher les puits. Il fit distribuer de l'eau, de la nourriture, des vêtements, des couvertures. Il fit soigner les blessés, enterrer les morts. Il ne pensa ni à l'ennemi était loin, ni aux impôts, les impôts attendraient, ni à l'épidémie était sous contrôle. Il pensa à la tempête, rien qu'à la tempête, et aux gens qui avaient perdu leur maison, aux enfants qui avaient peur, aux vieillards qui grelottaient. Le lendemain, il s'attaqua aux récoltes. Le surlendemain, aux puits ensablés. Le jour d'après, aux animaux perdus. Un pas après l'autre, un coup de marteau après l'autre. Il laissait refroidir entre chaque coup. Il buvait du thé, il regardait le ciel. Il dormait, et il recommençait. Des années passèrent, 5 ans, 10 ans. Le royaume prospéra. Les pluies revinrent, enfin, comme une vieille amie qu'on avait cru perdue. Les troupeaux se multiplièrent, les champs redevinrent verts, puis dorés, puis verts à nouveau. Les caisses du royaume se remplirent. L'ennemi, voyant la force retrouvée d'Arman, la paix revenue, la prospérité, signa une paix durable, une vraie paix, cette fois, avec des traités, des échanges, des mariages entre familles royales. Arman devint un grand roi, aimé de son peuple, respecté par ses voisins, honoré par les sages. Il avait traversé la crise, il avait grandi, il avait appris. Il n'était plus le jeune homme
qui voulait soulever son trône pour le jeter par la fenêtre. Il était un homme qui savait que les montagnes ne se portent pas, qu'elles se contournent. Un jour, alors qu'il était devenu un homme mûr, avec quelques fils gris dans sa barbe noire et des rides au coin des yeux, des rides de fatigue, mais aussi des rides de sourire, il décida de retourner voir le forgeron. Il voulait le remercier, pas avec des titres ou de l'argent. Le forgeron n'en aurait rien voulu, il le savait. Pas avec des statues ou des honneurs. Le forgeron aurait ri. Mais avec des mots, avec un simple merci, un merci venu du fond du cœur. Il prit la route, cette fois sans déguisement, en roi. Il avait une belle tunique, une cape pourpre, une couronne légère. Mais il avait aussi dans sa poche un petit pain frais et une bouteille de vin, des cadeaux simples pour un homme simple. Il traversa la forêt, il gravit la montagne. Il arriva à la cabane en pierre, devant la forge, devant l'enclume, devant la rivière qui coulait toujours, aussi claire, aussi vive, aussi indifférente au temps. Mais le forgeron n'était plus là. La cabane était vide. La forge était froide. Les charbons étaient éteints depuis longtemps. Les outils étaient rangés avec soin, suspendus à leurs clous, alignés par taille. Le potager était envahi d'herbes folles, de ronces, de pissenlits. Arman appela « Forgeron! Forgeron !» Sa voix résonna contre les murs de pierre, contre la montagne, contre le ciel. Personne ne répondit. Il fit le tour de la cabane. Il regarda dans l'atelier, dans la réserve, derrière les buissons, sous le grand pin où la femme du forgeron était enterrée. Rien. Personne. Sur l'enclume, posé bien à plat, tenu par un petit caillou blanc pour que le vent ne l'emporte pas, un caillou blanc, lisse, comme ceux qu'on trouve au bord de la rivière, il y avait une lettre, une feuille de parchemin pliée en 4, jaunie par le temps. Arman la prit avec des mains qui tremblaient légèrement, malgré ses années de sagesse. Il l'ouvrit. Il reconnut l'écriture du forgeron. Des lettres maladroites, grosses, irrégulières, penchées, comme celles d'un homme qui a plus souvent tenu un marteau qu'une plume. Des lettres qui avaient été tracées avec effort, avec soin, comme on trace un chemin dans la roche. La lettre disait ceci: « Roi Arman, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis parti. Ne cherchez pas où. Je ne suis pas mort. Je suis allé voir d'autres montagnes, d'autres rivières, d'autres forêts, d'autres gens qui ont besoin de comprendre ce que j'ai compris. C'est mon métier, maintenant. Forger le fer et forger les esprits. Je voulais vous dire une dernière chose, une chose que j'avais oublié de vous dire la première fois que nous nous sommes assis sur la pierre et la souche, il y a toutes ces années. Quand l'eau coule, elle ne sait pas où elle va. Elle ne voit pas l'océan. Elle ne sait même pas que l'océan existe. Elle voit juste le rocher devant elle. Juste la racine qui barre le passage. Juste la petite crevasse par laquelle elle peut s'infiltrer. Juste le prochain caillou, la prochaine feuille, la prochaine ombre. Et pourtant, elle arrive toujours à l'océan. Pas parce qu'elle est forte, pas parce qu'elle est rapide, pas parce qu'elle a un plan, parce qu'elle ne s'arrête jamais, parce qu'elle accepte chaque obstacle comme une partie du chemin. Vous aussi, roi Arman, vous ne verrez pas l'océan, vous verrez juste le prochain rocher. Et c'est très bien comme ça. C'est même mieux comme ça. Celui qui voit l'océan du début se décourage. Celui qui ne voit que le prochain rocher avance. Ne cherchez pas à tout comprendre, ne cherchez pas à tout porter, ne cherchez pas à être parfait. Un royaume n'est pas une forteresse qu'on construit en un jour, en un mois, en un an. C'est un jardin qu'on arrose chaque matin. Alors arrosez chaque matin et laissez le reste au soleil et à la pluie, à la chance et au temps, à ce qui vous dépasse. Soyez l'eau. Votre ami, le forgeron. Arman resta longtemps immobile devant la lettre. Le vent de la montagne soufflait doucement, caressant les pins, soulevant la poussière. La rivière clapotait contre les pierres, chantant sa chanson éternelle, la même chanson qu'elle chantait quand il était venu pour la première fois, désespéré, brisé, perdu. Un aigle tournoyait dans le ciel bleu, haut, très haut, traçant des cercles invisibles. Arman relut la lettre 2 fois, 3 fois, 4 fois. Chaque mot entrait en lui comme une goutte d'eau dans la terre sèche. Puis il sourit, un sourire large, tranquille, un sourire d'homme qui a trouvé ce qu'il cherchait sans le savoir. Il plia soigneusement le parchemin,
le glissa dans sa tunique, contre son cœur, là où battait sa vie. Il regarda la rivière une dernière fois. Elle coulait toujours, ni pressée, ni lente. Elle contournait les rochers, elle glissait sur les galets, elle s'infiltrait entre les racines, elle brillait sous le soleil. Comme lui, désormais. Il se pencha, prit un peu d'eau dans le creux de sa main, la but. Elle était fraîche, elle était vivante. Elle était la même eau qui avait désaltéré le forgeron, et son père, et son grand-père, et peut-être les rois d'avant. Arman redescendit de la montagne. Il rentra dans son royaume. Il gouverna encore longtemps, sagement, paisiblement, sans jamais oublier la leçon du forgeron. Les jours difficiles revinrent, bien sûr. Les tempêtes, les sécheresses, les maladies, les menaces, les deuils. La vie n'épargne personne, pas même les rois. Les problèmes ne disparaissent jamais. Ils changent juste de visage. Mais chaque fois qu'il se sentait submergé, chaque fois que les problèmes lui semblaient trop lourds, chaque fois que la nuit était trop noire et le fardeau trop grand, il posait une main sur sa poitrine, là où la lettre du forgeron était cachée, et il se répétait tout bas, comme une prière, comme une respiration, comme une promesse faite à lui-même. L'eau coule, je n'essaie pas de pousser la rivière. Et il choisissait un seul problème, un seul. Il le chauffait, il le frappait, il laissait refroidir. Et il recommençait, le lendemain, et le lendemain encore, jusqu'à l'océan.